L'innovation sociale, elle est présente partout sur les territoires et surtout, depuis une quinzaine d'années, elle est en croissance continue. C'est-à-dire, il y a de plus en plus d'acteurs qui élaborent localement des solutions originales, parfois franchement innovantes et parfois simplement bricolées, mais en tout cas des solutions originales basées sur des ressources locales pour répondre à des besoins sociaux ou à des objectifs de transition écologique. Ces derniers occupant une place également en forte croissance. Donc ce phénomène, il est omniprésent, mais il reste très fragmenté. C'est-à-dire quand on observe le territoire, la société française, on a un puzzle, une marqueterie de micro-initiatives présentes partout. L'enjeu, c'est est-ce que cette énergie dispersée, on peut la structurer, la rendre visible, la rendre accessible pour lui faire jouer un rôle, donner un effet de levier dans les transformations nécessaires sur les territoires pour réussir la transition écologique et sociale. Comme l'a dit Yannick, il y a de multiples initiatives portées par une multitude de gens qui viennent d'horizons très différents. C'est à la fois des individus qui sont en quête d'un nouveau challenge professionnel et qui inventent des initiatives. C'est aussi des élus qui veulent mobiliser autour d'eux sur un projet qu'ils ne trouvent pas forcément dans leur service, dans leurs équipes, les moyens de faire. Et puis c'est des acteurs associatifs qui existent et qui essaient de mettre en place des choses nouvelles, de sortir un peu des sentiers battus. Donc on a de multiples initiatives. La difficulté qu'on trouve aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elles s'organisent au plan local. Le NIAC, qui est une idée de quelques acteurs venant de différents champs de la société, de réfléchir, de se mettre ensemble pour voir comment repérer peut-être des initiatives, les porter à connaissance et permettre à d'autres, non pas de les dupliquer, mais de s'en inspirer pour essayer de faire bouger des lignes en réponse à des besoins qu'ils ont identifiés sur les territoires. Voilà, c'est un peu ça, cette idée de l'innovation sociale mise au service du plus grand nombre, ou plutôt que le plus grand nombre se saisisse de tout ce qui se fait. Et le carrefour de l'innovation sociale est un des outils sur lequel le NIAC souhaite aussi s'appuyer, accompagner, participer. J'ai vraiment pas d'exemple spécifique à proposer. C'est chaque situation locale qui à un moment donné va générer ses propres besoins, et c'est la communauté locale d'acteurs qui va apporter un certain nombre de réponses. Comme l'a dit Yannick, l'innovation sociale, c'est un grand terme, mais ce qui est innovant ici peut être d'une totale banalité là. Et donc, c'est comment on s'empare de choses, comment on imagine des objets, des projets, comment on y apporte des réponses. Et c'est la mise en route de ce partenariat qui peut être en lui-même une innovation. Oui, et puisqu'on est chez French Impact, j'ai envie de parler de Impact Jeune à Marseille. Un projet imaginé par Marseille Solutions, qu'on connaît bien ici, et porté par les apprentis d'Auteuil. Donc déjà deux types d'acteurs institutionnels avec des profils très différents. C'est un projet qui consistait à aider les jeunes des quartiers les plus difficiles de Marseille à aller vers l'emploi avec un travail de très grande proximité. On travaille là, non pas à l'échelle du quartier, mais à l'échelle de la barre d'immeubles. On a Impact Jeune, ça a consisté à recruter des jeunes diplômés, qu'on a appelé des boosters, qui sont allés faire du porte-à-porte, qui ont établi une relation de confiance avec les jeunes du quartier. Et grâce à l'organisation qui est derrière, aux apprentis d'Auteuil, qui ont impulsé des dynamiques d'accès de ces jeunes au monde des entreprises. Ils ont mobilisé des entreprises, ils ont mobilisé des acteurs culturels, ils ont développé des activités collectives de ces jeunes ou soutenu des parcours individuels. On a une approche de la relation des jeunes les plus éloignés des réseaux de la société avec le monde du travail qui est complètement nouvelle, complètement décalée par rapport aux schémas habituels de l'éducation et de la formation professionnelle, et ça donne des résultats tout à fait spectaculaires.
Impact Jeune, c'est passionnant, c'est pour l'instant expérimental, à la petite échelle. Ça a coûté cher, c'était financé par des fonds de l'Union européenne, parce que c'était expérimental. On ne peut pas aujourd'hui industrialiser, répliquer cette formule partout en France, mais le retour d'expérience est extrêmement riche et devrait inspirer d'autres initiatives locales de ce genre. Il y a deux choses qui freinent fondamentalement. Il y a premièrement le manque de savoir-faire dans les stratégies coopératives. Une innovation sociale réussie, c'est jamais un entrepreneur social tout seul. Ça peut être un entrepreneur social très talentueux, très inventif, mais il a besoin de partenaires, il a besoin de s'entourer d'autres acteurs. Et coopérer entre acteurs émanant de mondes professionnels, de mondes réglementaires, de cultures différentes, ça n'est pas spontané, ça n'est pas facile et on a besoin d'élaborer vraiment des savoir-faire méthodologiques pour ça. Il faut qu'on se construise collectivement une école de la coopération et une école hors les murs par définition, et c'est un chantier qu'on a encore devant nous. Le deuxième obstacle, il est que pour faire masse de la dynamique d'innovation sociale, on a besoin d'une sorte de service public de l'innovation sociale. C'est-à-dire que l'innovation sociale, elle est d'intérêt général. Elle vise à répondre à des besoins de la société et donc elle vient contribuer puissamment au service public et elle est même probablement le principal levier de transformation du service public. Donc le dialogue entre les innovateurs sociaux et les représentants de l'État, les agents publics, il est fondamental. Mais là, le choc des cultures, il est absolument terrible. Et donc il y a un gros effort à faire de part et d'autre pour construire ce dialogue et le faire avancer. En entendant le service public comme effectivement l'État, mais aussi les collectivités territoriales, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui disposent d'une autorité pour agir sur le territoire. Le principal levier d'accélération, c'est j'allais dire une forme de bonne volonté des acteurs à se mettre autour de la table et à sortir un petit peu parfois de leur statut pour essayer d'appréhender de manière collective une problématique. Là, quand on est dans cette posture qui est un peu une forme d'ouverture, de tolérance, de bienveillance, en tout cas d'acceptation de l'autre, on arrive souvent à faire bouger les lignes et à entraîner des coopérations qui ne sont pas immédiates parce que autour de l'intérêt général qu'à un moment donné on partage, le fonctionnaire de l'État va accepter de faire le pas de côté, l'élu va se dire oui, on peut peut-être ajuster, adapter, et les acteurs locaux accepteront peut-être davantage de sortir de ce qui peut être leur projet, leur envie forte pour la mettre au service, j'allais dire, d'un certain bien commun. Voilà. Donc la notion de tolérance, de bien commun, de communauté d'action, dont on parle souvent avec Yannick Blanc, me semble absolument des facteurs décisifs. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure, un peu incidemment, dans cette école dont Yannick fait état, une sorte de maturité coopérative. Ça a un rapport extrêmement étroit, parce que ce que démontre la succession des conférences internationales sur le climat, c'est que les modes d'agir collectifs placés sous la dépendance des grandes institutions politiques internationales sont insuffisants. Toutes les conférences internationales sur le climat sont insuffisantes, quand elles ne sont pas carrément des échecs, comme ça a été le cas à Copenhague en 2009. Donc cet outil-là d'action ne permet pas d'emboîter les initiatives et les capacités d'agir à toutes les échelles, alors que comme le dit l'ODD 17, on a besoin de développer des partenariats à toutes les échelles d'action, du planétaire jusqu'au local, pour réussir la transition écologique. Il y a une responsabilité politique majeure à s'appuyer sur les initiatives locales pour accélérer la transition écologique. Il y a aussi des grosses décisions globales à prendre. Le marché des émissions carbone, les normes, les transports internationaux, le fioul lourd dans les transports maritimes, les transports aériens. Enfin, il y a énormément de choses qui dépendent de grandes décisions internationales, mais si ça n'est pas en résonance avec la capacité d'action
des consommateurs, des collectifs locaux, des agriculteurs, la façon d'organiser la mobilité locale, ça ne peut pas fonctionner. C'est aujourd'hui le grand défi politique qui est illustré par les frustrations qu'on ressent à la fin des COP successives, c'est que cet emboîtement, il reste à faire. En tout cas, c'est des solutions à proposer pour que les habitants, les citoyens, localement, s'engagent sur des projets, des actions qui participent de l'adaptation de leur environnement, de leur territoire à l'évolution climatique qui est inéluctable et pour laquelle, effectivement, il va bien falloir que chacun prenne sur lui pour changer ses habitudes de vie. Ça va du local au macro, comme le dit Yannick, mais ça part aussi de l'engagement des citoyens qui ont à penser leur devenir et leur habitat local complètement différemment demain.